je vais m'attarder un petit peu sur la norme. Et puis, je vais vous donner quelques tuyaux pratico-pratiques, j'espère qu'ils vont vous servir. Le plus, c'est d'avoir votre attention avec moi, s'il vous plaît. Si il n'a pas prévu de répondre à ces questions-là, il n'a qu'à les intégrer. Parce que c'est ça, parce que si nous sommes là, c'est pour connaître la démarche à suivre. Combien ça coûte, pour un établissement de soins, est-ce qu'il doit acheter autre chose? Imaginons, je suis dentiste. J'ai déjà de quoi faire le détartrage et tout ça, comme d'habitude. J'ai le coussin sur lequel je mets les jambes pour regarder les dents, etc. Est-ce que je dois acheter autre chose? Parce que c'est ça la question. C'est bien ça, madame. En réponse à la formation qui est importante, moi j'ai une petite question, deux questions pour le Parlement. Ça c'est la première question. Vous avez pris une photo avec le ministre de la Santé. Le pouvoir public, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Est-ce qu'il ne peut pas rendre l'accréditation comme étant une exigence? Excusez-moi, je parle sur le plan pouvoir public. Au début, tu vas les compliquer. Exactement. Merci beaucoup. Oui. D'abord, au Canada, actuellement, il y a plusieurs formations, plusieurs établissements qui sont en cours d'application. Il y a Cheikh Khalifa, Casa, non. Cheikh Khalifa, deux sont en cours d'application. Là-bas, c'est déjà Cheikh Khalifa. Ah, Cheikh Khalifa, c'est pas Cheikh Khalifa, Cheikh Khalifa. C'est Bouskoura et l'université. Exactement. Il y a aussi Advital. Deux cliniques sont en cours. Oui, le groupe Advital est en train d'accréditer deux cliniques. Il y a le centre. Oui. On est à 4. Il y a le centre. On est à oncologie. Et là, je reviens au public. Le premier hôpital public qui est actuellement en cours d'accréditation. En cours. Donc, c'est le démarrage. On est tout au début. Il a formulé la demande. Et c'est bien. Travaillons le Donc, un public et 4 privés. Il y a d'autres. Il y a d'autres qui sont actuellement. Le début est pas mal. Donc c'est déjà cette année-là. Pour répondre à votre question, l'obligation de l'accréditation, je parlais tout à l'heure de la loi. La loi 06 déjà. 06 dont la 30 et 31 d'accréditation de. C'est déjà sorti par la loi. Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire? On attend, je n'ai pas dit tout à l'heure, tous ces textes-là ont été votés au Parlement, ils sont publiés dans les bulletins officiels, et on attend les décrets d'application. Les décrets d'application vont bien sûr préciser le rôle, même le rôle de la race, de la haute autorité, les détails qu'on qui va s'intéresser à l'évaluation, mais comment? La loi qui est cette cour. On n'a pas encore mis en place, on n'a pas encore ça. Donc ça va se voir, on ne sait pas encore comment ça va se passer, ça va apparaître dans les lois, dans les décrets d'application qui vont montrer exactement. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, on laisse le débat à la fin. Oui. Je donne la parole à madame. Donc s'il vous plaît, nous donnons la parole à madame Marie, qui est venue d'accréditation au Canada, mais elle est belge. Voilà la précision. Maintenant, sa compétence, on va l'écouter surtout sur l'accréditation. Et bien sûr, par la suite, on va s'inspirer d'elle pour voir quelles sont les démarches, les règles, etc. Donc, je vous donne la parole, madame. Merci, bonjour et merci pour l'invitation parmi nous aujourd'hui. Alors, à la première question que vous m'avez posée sur les coûts, je vous dirais tout de suite que les coûts de la qualité sont toujours inférieurs aux coûts de la non-qualité. Et que dans les coûts de la non-qualité, vous avez cité des accidents graves avec des conséquences juridiques, des conséquences disciplinaires, des conséquences sur l'image des organisations, mais on n'a pas cité tous les coûts cachés qu'on retrouve certainement au niveau de la santé et de la sécurité au travail. Il y a beaucoup de coûts cachés qui aujourd'hui sont sous-estimés par les dirigeants, par le personnel lui-même. Et tous ces coûts cachés-là, ils sont toujours supérieurs au coût de la qualité. Et donc, une démarche d'accréditation, oui, vous allez être amené à travailler sur vos modes de fonctionnement pour répondre à des exigences internationales. C'est la même chose que votre certification ISO.
ce sont des exigences, des normes d'excellence. Et vous l'avez dit, ce n'est pas parce que la norme est la même au Japon qu'au Maroc, vous avez dit. C'est la même chose pour l'accréditation Canada. L'accréditation Canada s'applique en Belgique, au Canada, le docteur Géraldi l'a dit, tous les établissements de santé sont agréés par Agrément Canada. Ça s'applique partout dans le monde, au Corée. Depuis plus de 60 ans, l'organisation accrédite des établissements de santé partout dans le monde. Et on ne fait pas des normes à rabais en fonction du secteur national dans lequel on est. Lorsqu'un établissement, quel qu'il soit, une organisation, s'engage dans un programme d'accréditation, de certification, elle veut tendre vers des normes d'excellence. Et on ne peut pas galvauder des normes d'excellence. Alors moi, je vais vraiment faire le lien entre ce que mes deux amis précédents ont abordé aujourd'hui, à savoir la santé et la sécurité au travail, mais également l'accréditation dans un établissement de santé. La mission d'accréditation Canada, elle est de permettre aux personnes du monde entier d'améliorer constamment la qualité des soins, et ce concept de la qualité des soins a été abordé en long par notre ami le docteur Géraldi ce matin. Alors, Accréditation Canada, c'est deux organisations. Ces deux organisations, l'une va mettre en œuvre toute une méthodologie pour que des auditeurs, des visiteurs viennent dans les établissements de santé s'apercevoir du fonctionnement de l'ensemble des processus de gouvernance de l'activité clinique et médico-technique et de vos processus de support. Donc c'est une approche systémique. Les visiteurs sont formés par Accréditation Canada et ces visiteurs viennent chercher des normes, des référentiels, des standards, des critères chez HSO. Et HSO, c'est une organisation de standards en santé qui va aller regarder l'ensemble des guidelines, des données probantes, des sociétés savantes, des bonnes pratiques partout dans le monde pour les mettre à jour en continu en fonction de l'ensemble des secteurs qui chapeautent la santé. Alors, je suis belge, je suis attachée par le Canada, mais je suis aujourd'hui chez vous au Maroc. Alors, je me suis imprégnée de ce qui existait chez vous au Maroc. Alors, dans votre constitution marocaine, et on l'a entendu tout à l'heure, le cadre légal et réglementaire est important. Si on regarde votre constitution de 2011, il y a aussi le code de travail avec des références juridiques qui encadrent la santé et la sécurité au travail. On voit qu'on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité des personnes, où qu'elles soient. On voit aussi que chacun a le droit aux soins de santé, à la protection sociale, à une couverture médicale et à la solidarité mutualiste. Et on voit également que vous avez un cadre juridique des relations de travail, de la sécurité sociale, d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Donc votre cadre réglementaire, il existe. Ce qu'on constate, c'est une absence définie, connue et mise en œuvre. L'adoption des politiques, l'adoption des lignes directrices, elle doit se traduire dans le comportement de l'ensemble des collaborateurs de votre organisation, à tous les niveaux de votre organisation. Et donc, les auditeurs, les visiteurs chez Accréditation Canada, ils vont venir voir est-ce que la norme existe, est-ce qu'elle est connue, mais surtout, est-ce qu'elle est mise en œuvre. Et si elle n'est pas mise en œuvre, même si votre direction vous dit oui, nous avons une politique de santé et sécurité au travail, mais si le personnel du terrain n'applique pas les équipements de protection individuelle, ne sait pas où trouver les ressources, quelles qu'elles soient, pour sa santé et sa sécurité au travail, ce sera non conforme. Les enjeux, c'est effectivement la difficulté de mettre en œuvre les recommandations. Et les défaillances sont toujours au niveau humain et organisationnel. Elles ne sont généralement pas au niveau des ressources matérielles. Et Dr. Youssef, vous l'avez dit, le matériel, les ressources, on les a. Et donc, ça ne se trouve pas au niveau des défaillances matérielles, mais bien humaines et organisationnelles. Et pour répondre à la question de la digitalisation et à l'interpellation de la salle, une des difficultés aujourd'hui, oui, on sait faire de l'audit à distance, mais si on veut s'assurer que les comportements
adopte des bonnes pratiques, on doit se trouver au niveau opérationnel. Il y a des éléments qu'on peut faire à distance. Et on peut effectivement, avec une caméra, aller regarder à distance comment les comportements s'établissent. Néanmoins, dans le secteur de la santé, il y a un élément qui n'est pas à négliger, c'est que votre système d'information hospitalier, il coexiste entre le digital et le papier. Le patient vient du médecin traitant avec une ordonnance papier qui va être archivée, mise à un endroit. Vous avez un dossier de l'imagerie médicale sur un serveur. Tous les dossiers ne sont pas interopérables. Alors la digitalisation, aujourd'hui, dans la santé et la sécurité, elle repose aussi sur certains enjeux. On voit au Maroc, en 2018, le nombre d'accidents au travail a dépassé 50 000 cas. Alors quand je me suis un peu imprégnée de ce qui se passait chez vous, ce que j'ai vu, c'est que quand on parle de la santé et de la sécurité au travail, j'ai vu le domaine des mines, de la logistique, de l'agriculture, de la construction, des installations, mais peu le domaine de la santé. Plus que probablement, une des raisons, c'est que quand on voit l'image qui a été montrée tout à l'heure d'une entreprise en feu, avec des conséquences énormes, des morts, des blessés et 10 ans de prison, quand on voit une entreprise cimenterie qui affiche dernier accident de travail, telle date, et c'était un blessé grave, voire un décès, au niveau de la santé, les accidents de travail sont sous-estimés parce que la gravité peut être moindre. Des troubles musculo-squelettiques, des douleurs au dos chez les personnes qui doivent mobiliser les personnes âgées. Les accidents d'exposition au sang par la manipulation, et madame, vous l'aborderez tout à l'heure, par la manipulation des déchets par du personnel qui n'est pas toujours compétent. Et si on regardait en Belgique, les chiffres en 2021 des accidents de travail ont augmenté de près de 2,5%. Pourquoi ? Parce que nous avons dû faire face, avec la situation sanitaire, à du personnel qui n'était pas compétent, qui n'avait pas encore les compétences par rapport aux risques dans les métiers dans lesquels ils étaient assimilés. Et donc, la notion de la formation, on va voir, va être une notion élémentaire pour asseoir une culture, et c'était le thème d'aujourd'hui, le développement d'une culture santé-sécurité. Ce que disent les chiffres, vous les avez, vous les connaissez probablement mieux que moi. Ce qu'on voit, c'est que quand on regarde le nombre d'heures moyennes qui est presté, on a 44% qui dépassent un nombre habituel, 48 heures par semaine, plus de 30. Et si ce n'était pas le cas, il y aurait aujourd'hui beaucoup plus de dirigeants dans la salle. Et donc, un élément fondamental, c'est que cela dépend du niveau de sensibilisation de votre direction des opérateurs et de son degré d'imprégnation d'une culture et d'implication d'une culture à tous les niveaux de votre organisation. Il y a un cadre, mais on le voit, un manque de compétences spécialisées par rapport au secteur de l'agriculture. Et même quand on produit un produit, on le fait chez soi, et on peut le vendre à la manière artisanale, et c'est ce qui existait. Et personne ne vous demande comment vous l'avez fait, combien de temps vous avez consacré à le faire. Ce qu'on vous demande, c'est est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça va me servir, ça répond à un besoin, et puis on s'en fout du reste. Simplement, ce qui s'est passé là, après, c'est que je crois qu'en 1729, il y a la compagnie East India Company qui a ouvert son premier bureau à Londres. Donc, et puis, 40 ans après, il y avait son usine installée à Londres aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dites-le moi, si vous pouvez l'imaginer. Première usine à Londres. Et bien, c'est la révolution industrielle, merci. Exactement, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qui est venu après? Les révolutions successives. Il y avait les machines à vapeur qui ont apparu. Donc, ensuite, il y avait l'électricité.
Et ensuite, on a assisté à la possession des ordinateurs personnels. Et maintenant, on est où? L'intelligence artificielle. Absolument. On est dans la... je vais survoler un petit peu. Et là, je vais m'attarder un petit peu sur la norme. Et puis, je vais vous donner quelques tuyaux pratico-pratiques, j'espère, qui vont vous servir. Le plus, c'est d'avoir votre attention avec moi, s'il vous plaît.